Fini les vacances, les élus, députés nationaux comme sénateurs ont repris du travail ce samedi. Les urgences de loi tournent autour des élections, réforme du secteur de la justice et formation du gouvernement de cohésion nationale. En forme comme un jeune buffle, le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, a foulé samedi les sols de Mbandaka après 22 jours de repos à Kinshasa. Les avocats des Diomi dénoncent l'irrégularité de la détention de leur client à Makala. Fort de leur conviction, ils déclarent que sa place devait être aux soins puis en famille. Antenne A, le journal, Alain Kiukambambi. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur. Bonsoir. La première session ordinaire à l'Assemblée nationale s'est ouverte ce samedi 15 mars 2014, conformément à l'article 115 de la Constitution. La cérémonie d'ouverture solennelle a été marquée par le discours du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Il a notamment rappelé et loué les efforts entrepris par les élus du peuple durant la session extraordinaire qui s'est achevée avant de les appeler à plus d'assiduité au regard des enjeux de l'heure. Reportage Laïn Bofando, Mbongo. Ils n'ont eu droit pour tout dire qu'à 2 mois de vacances parlementaires. Tant mieux. En effet, après la tenue de la session extraordinaire consacrée à l'adoption de la loi des finances de l'État pour l'exercice 2014 et à la loi portant amnistie et qui s'est clôturée le 4 février dernier, les députés nationaux ont renoué ce 15 mars 2014 avec l'hémicycle du Palais du Peuple. Dans son discours de circonstances, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, n'a pas manqué de faire les bilans de la dernière session extraordinaire. Selon lui, la Chambre basse du Parlement a organisé plusieurs séances plénières consacrées à différentes matières, à savoir des projets de loi, des propositions de loi et des questions d'actualité. Parmi les textes importants adoptés à l'Assemblée nationale, à en croire son président, figure en bonne place la loi relative au secteur de l'électricité et le projet de loi portant taux de loyer. Les députés nationaux ont également adopté la feuille de route de la CENI. Cette dernière permettra à l'institution électorale de bien relever le défi du parachèvement du cycle électoral en cours et d'aborder avec sérénité le cycle suivant. En dehors des séances plénières, le président de l'Assemblée nationale a développé pendant la période sous examen une diplomatie parlementaire agissante avec les audiences accordées à des personnalités diplomatiques. Cependant, cette session qui démarre, pour être utile, doit se pencher sur des questions brûlantes de l'heure et sensibles en rapport avec la condition sociale des populations. En effet, hormis les problèmes sécuritaires qui touchent le nord, l'est et le sud de la République démocratique du Congo, les difficultés économiques et sociales sont partout. Car en dépit des efforts que déploie le gouvernement pour améliorer les sociales, les Congolais des provinces souffrent du manque de voies de communication, de la faible desserte en eau potable et électricité, de l'insuffisance des infrastructures scolaires et sanitaires, du chômage, de la rareté et de la surenchère des biens manufacturés, de l'absence d'industries lourdes et de transformations, pour ne citer que ceux-là. Les élus les ont constatés sans doute durant les vacances parlementaires. Et à l'issue de la cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session du mois de mars à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont donné leurs avis à propos de la feuille des routes proposée par la CENI, de la décentralisation et du discours prononcé par le président de la Chambre basse, Aubin Minakou. Les propos ont été recueillis par Laïn Bofando. Non, c'est la tentative de la violation de la Constitution. Vous connaissez les points de vue du mouvement de libération du Congo. Nous n'acceptons pas une feuille de route qui attente à la Constitution. Et nous avons deuxièmement dit qu'on ne peut pas parachever le processus de 2011 et qu'on puisse ressusciter même les eaux du processus de 2006. Donc nous disons là que rapidement, il faut remettre les institutions qui sont hors mandat. Je suis satisfaite, mais c'est vrai que c'est une session de tous les enjeux. Et donc, en ayant suivi le discours du président de l'Assemblée, j'ai retenu qu'on aura beaucoup de lois à travailler cette session. Il y a même des révisions de certaines lois qui étaient sorties mais qui sont revenues, comme la loi sur la femme. Et bon, nous allons traiter la loi sur la décentralisation, sur les hydrocarbures. Et donc c'est une session vraiment bien costaud. Écoutez, je crois que le président de l'Assemblée nationale nous a habitués à des beaux discours. Malheureusement, nous avons parfois l'impression qu'il y a un déficit au niveau de la réalisation en termes d'actes à poser.
Nous attendons que le président de l'Assemblée nationale puisse réellement mettre en pratique ce qu'il est en train de dire. Nous avons noté qu'il s'est satisfait du bon déroulement du contrôle parlementaire, ce qui n'est pas du tout notre impression, dans la mesure où nous pensions que le contrôle parlementaire a été plus ou moins minimisé et n'a pas rencontré les attentes de la population. Et nous espérons que cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale va laisser, lui et son bureau, les députés nationaux, s'exprimer librement, relayer les attentes et les aspirations de la population au niveau du contrôle parlementaire. La Constitution avait par exemple prévu que nous mettions en place les 26 provinces depuis bien longtemps. Tout le monde est d'accord de faire ça, mais quand il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est se moquer de la Constitution que de prendre des mesures et d'adopter des projets qui ne sont pas accompagnés de moyens de réalisation. Vous voyez, un pays ne peut pas faire du théâtre pour ce qui concerne son fonctionnement et sa construction sérieuse. Au terme justement de l'article 115 de la Constitution, le Sénat également a ouvert ce samedi 15 mars la session ordinaire du mois de mars au Palais du Peuple, même si après les concertations nationales, une vision d'ensemble s'est dégagée pour développer la RDC dans la paix et la cohésion nationale. Le président de la Chambre haute, Léon Kengo Wadondo, a reconnu tout de même que plusieurs défis restent encore à relever. Éric Izami, David Tebeni. Fini les vacances parlementaires, les élus ont repris samedi 15 mars 2014 la session ordinaire. Hormis les 11 arriérés législatifs, le Sénat a conscience que cette session est la première qui s'ouvre juste après la tenue au pays de concertation nationale. La vision de la consolidation de la nation y a été définie, la cohésion nationale. Pour l'enracinement de la démocratie, les élections se préparent au travers du débat déjà lancé par la CENI à la lumière de sa feuille de route. Au plan politique, la retombée majeure, c'est avant tout l'engagement renouvelé de la classe politique de respecter le pacte républicain par le refus de procéder à la révision de la Constitution, particulièrement à celle de ses dispositions déclarées intangibles. Il s'agit ici de l'article 220 ainsi que tous ceux qui y sont liés. Une deuxième retombée, c'est aussi l'engagement pris d'organiser le recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que l'identification de la population avant toute élection. Du côté économique, le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, ne s'explique pas comment l'exportation du cuivre, par exemple, avoisine aujourd'hui déjà 1 million de tonnes, pendant que la population reste pauvre et toujours très pauvre. À quoi serviraient les performances économiques s'ils ne se traduisent pas par une amélioration du vécu quotidien de la population? Comment y arriver sans une politique juste de répartition équitable des richesses nationales entre les citoyens et entre les provinces? Le Parlement dans son ensemble, autant la Chambre haute, salue la réputation du Congo en tant que pays fréquentable. En l'espace du 21 février au 4 mars 2014, Kinshasa a abrité une série d'assises internationales, à savoir le 17e sommet du COMESA, la 2e conférence du Forum mondial de femmes francophones, etc. Parmi les réactions recueillies par Éric Izami et David Tembeni après le discours de Léon Kengo Wadondo, président du Sénat, il y a celle du député élu de la Chuapa dans la province du sénateur élu de la Chuapa dans la province de l'Équateur, Jacques Joly et Sengekeli, qui a grillé les propos prononcés ce jour par le président du Sénat. Écoutez-le. Il faut stabiliser le corps électoral par un recensement sérieux ou une fiabilisation du fichier électoral de manière consensuelle. Tant qu'on ne sera pas d'accord sur le corps électoral, eh bien, il y aura toujours des contestations. Et je suis le premier à le voir. Du président du Sénat, trop critique vis-à-vis du gouvernement, matière première exportée, mais la misère guette toujours. C'est la réalité. 900 000 tonnes de cuivre exportées, un record jamais égalé dans l'histoire, même à l'époque de la Gécamine, on avait à 400 000, mais dans le 900 000, Gécamine aujourd'hui n'a que 40 000. Alors, où vont le recette? Parce que à 900 000, avec un taux de 8 000 $ par tonne, ça devait faire de nous un pays devenu intermédiaire, mais nous tirons toujours la queue. Ça pose des questions et
le poser n'est pas un péché, au contraire, il faut bien l'analyser pour bien trouver les solutions. Voilà, c'était la Jacques Joly, élu de la Chuapa dans la province de l'Équateur. Et puisque nous parlons de la province de l'Équateur, eh bien, restons-y. Après plus ou moins 5 mois d'absence pour raison de santé, le gouverneur de cette province, Louis-Alphonse Koya-Diallo, est rentré ce samedi 15 mars à Mbandaka, chef-lieu de province. La population lui a réservé un accueil chaleureux, comme nous l'indique notre envoyé spécial, Solange Kwale-Pembele. Papa Yenzala Sili, Kolo et Bonga Aye, comme pour dire, notre papa est là, fini la souffrance. C'est avec ces quelques mots en lingala que la population de Mbandaka a accueilli son gouverneur. Il était exactement 10h15 quand Louis-Alphonse Koya-Diallo, espoir de l'Équateur, comme on aime bien l'appeler, a foulé le sol de Mbandaka par un régulier de la CAA après près de 5 mois passés en Afrique du Sud pour des raisons médicales et 22 jours environ de repos à Kinshasa. Les Mbandakais mobilisés comme un seul homme, sans distinction d'âge, ont inondé les rues et avenues du chef-lieu de la province de l'Équateur pour manifester leur attachement à celui qui incarne le développement de leur province. En moto, en vélo ou à pied, drapelés, calico ou banderoles en main, tout a été mis à contribution par ce peuple pour souhaiter un bon retour à Louis-Alphonse Koya-Diallo. C'est à l'esplanade du parc Laurent-Désiré Kabila que le gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo s'est adressé à la foule immense qui l'attendait depuis très tôt le matin. Merci à Dieu, au président Joseph Kabila, et à vous, mes frères et sœurs de Mbandaka, a indiqué le gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo. Vos prières ont été exaucées et je suis vivant devant vous et en forme. Je ne suis pas devenu inapte comme certaines personnes ont voulu vous faire croire. Je suis rentré pour travailler ensemble avec vous afin de développer notre chère province. Je ne pouvais donc pas mourir sans pour autant accomplir la mission que Dieu m'a confiée pour la province de l'Équateur, a-t-il conclu. Depuis Mbandaka, Solange Kwale-Pembele pour Antenne A. Autre chose, les avocats d'Eugène Diomindongala dénoncent l'irrégularité de la détention de leurs clients au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK. Ils se sont ainsi exprimés au cours d'un point de presse tenu ce samedi 15 mars 2014 à l'hôtel Cana dans la commune de la Gombe. Paul Dangazami Willy Kacha et Sylvain Kapombo Bosengele pour le reportage. Pour le collectif de la défense de Diomindongala, son client est en détention illégale. La détention préventive qui loge le président national de la démocratie chrétienne au CPRK n'est pas conforme aux lois de la République. La même Cour de cassation avait décidé que sa détention préventive était remplacée par son assignation à résidence surveillée. Cette décision, jusqu'à ce jour, demeure inexécutée par la volonté d'un seul homme, le procureur général de la République. Plusieurs autres preuves d'illégalité ont été présentées par les collectifs en référence à la Constitution et à l'article 58 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et l'article 17 dit qu'on ne peut être détenu, poursuivi, arrêté, jugé que conformément à la loi, ce qui concerne les honorables députés, dit ces genres de personnalités ou de personnages poursuivis ne peuvent, leur détention préventive est remplacée, on ne dit même pas peut être, on dit est remplacée par l'assignation à résidence. À en croire les collectifs de la défense de Diomindongala, il s'agit purement et simplement d'une affaire politique, ce qui est aussi soutenu par l'épouse du détenu. Ce même juge, quand il parle hors micro et sous le manteau, il dit c'est quoi? C'est une affaire politique. Nous attendons les instructions. Face à toutes ces irrégularités, les collectifs qui contestent par ailleurs la filiation des victimes en dénonçant les délits de justice exigent le respect de ses droits et de la loi. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. L'atelier de démarrage du programme d'appui pour approvisionner la ville de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, dénommé Papakin, s'est clôturé vendredi 14 mars à l'hôtel Vénus à Gombe. Anne-Marie Ossite et Mathieu Ngadipovi nous en parlent.
Durant 5 jours, soit du 10 au 14 mars 2014, les experts du secteur agricole venus des différentes provinces ont partagé ensemble leurs expériences, puis surtout les responsabilités collectives et individuelles des actions à entreprendre, enfin de garantir le succès de ces projets pour développer la culture de la terre dans l'interland de Kinshasa. Je pense que l'un des messages principaux, c'était l'expérience qui existe, la capitalisation nécessaire de ce qui a été déjà exécuté pour pouvoir mettre en œuvre d'une manière plus efficace. En quatrième lieu, je voudrais juste clarifier que ce n'est pas le FIDA qui vient au Bandundu, Bakongo et la ville-province de Kinshasa pour exécuter le Papaking. Le FIDA est un bailleur et comme tout autre bailleur, il finance et supervise les projets d'investissement du gouvernement mais ne les exécute pas. Pour le secrétaire général à l'agriculture, tout va mieux si l'on arrive à la concrétisation des théories. Et j'ai la nette certitude que la mise en œuvre de ces projets ou programmes, déjà opérationnels, devra augurer des lendemains meilleurs pour nos populations rurales. Les participants à cet atelier ont pris l'engagement ferme de tout matérialiser au profit de la population concernée. Nous formulons une seule recommandation à tous les intervenants de ce programme, à savoir le respect strict de toutes les résolutions prises ensemble dans ces assises, de manière qu'après-demain, la situation du paysan congolais de la zone d'intervention du programme ne soit plus comme avant. Un sage disait, si l'on arrive à offrir 3 repas le jour à nos enfants, ils feront tout ce que nous allons leur exiger. Et puis le monde entier a célébré ce samedi 15 mars la journée internationale des droits de consommateurs. À cet effet, l'association des consommateurs de produits vivriers ASCOVI a organisé une conférence débat. La rencontre s'est déroulée au centre de laïcité à la 10e rue Limité. Gédéon Lukumwena pour le reportage. Les consommateurs à l'heure numérique est le thème national retenu pour cette journée dédiée aux personnes précitées. Plusieurs exposés ont été présentés par les orateurs tant du monde scientifique qu'économique. Parmi les recommandations de ces différentes interventions, les conférenciers demandent aux opérateurs des cybercafés de protéger les données individuelles des consommateurs. En outre, ils encouragent tous ceux qui militent en faveur de la promotion et de la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. À la fin de l'exposé, le président de l'ASCOVI a circonscrit l'événement. Nous demandons aussi aux responsables des cybercafés, des cyber qui se trouvent dans différents milieux dans notre ville de Kinshasa, de ne pas donner l'accès à un enfant de l'école primaire qui fuit par exemple l'école, au lieu d'aller étudier, il vient jouer au Facebook dans des cyber. Donc nous demandons quand même que l'autorité publique puisse regarder, donner beaucoup d'importance à ce qui concerne la protection des consommateurs face à la nouvelle technologie. Le mécanisme pour nous, c'est de sensibiliser les consommateurs pour que les consommateurs puissent utiliser à bon escient tout ce qui est comme outil de l'informatique. L'ASCOVI est une organisation non gouvernementale créée en 1993 dont l'objectif et la mission consistent à l'éveil de la conscience des consommateurs sur les normes d'étiquetage et d'emballage, la défense de leurs droits de consommation des produits vivriers et autres. Quittons momentanément la ville de Kinshasa pour la province du Nord Kivu, et bien la remise en reprise entre l'ancien et le nouveau conseil d'administration de la coopérative d'épargne et de crédit Imara, prévu pour jeudi 14 mars, a été tout simplement reprogrammé pour lundi 17 mars. Cela fait suite à l'absence de certains documents que possédait le gérant de cette coopérative, détenu en prison depuis près de 2 semaines maintenant. Mais déjà, les avocats de Adélar Minene, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qualifient cette remise et reprise d'irrégulière. Plus de détails avec notre correspondant sur place à Goma, Christian Irengue.
Pour la journée d'hier, il a été procédé à l'inventaire de quelques éléments, nous a dit le nouveau président du conseil d'administration qui n'a pas voulu dire plus. Alexis Baunga. La remise des prix a commencé aujourd'hui et il pourra faire le lundi. Il s'agit de 3 organes, le conseil d'administration, le conseil de surveillance et la commission de crédit. Et donc j'aurais à m'expliquer ou à dire à la population, aux membres de la Coupé Kimara le lundi. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui concrètement? On a fait un inventaire de quelques éléments. Certes que ça continue demain, dimanche et on termine le lundi. À des termes plus clairs, le collectif des avocats du gérant de Imara pense que cette remise reprise n'a pas respecté la procédure. Des journalistes s'en vont en guerre contre toute malversation financière au pays en créant le groupe Toile d'Araignée. La sortie officielle de ce groupe est intervenue vendredi 14 mars en présence du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. À l'occasion, le coordonnateur de Toile d'Araignée, Jérôme Sekana, et tous les membres de ce groupe se sont réjouis de l'acquisition de leur statut juridique. Anne-Marie Ossite et Pepito Matondo. Après une formation organisée en septembre 2012 en faveur de ses membres de surpoids, journalistes professionnels, la structure dénommée Araignée se veut efficace dans la production d'un travail sérieux pour améliorer la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo par les mécanismes de dénonciation de tout mal. Avec la formation en continu et surtout de la personnalité juridique déjà acquise avec l'aide des autorités étatiques, l'Araignée envisage davantage sensibiliser la population en vue de l'enracinement de la culture fiscale qui fait défaut au Congo-Kinshasa. Toile d'Araignée s'engage à relever les défis de la sous-information dans les secteurs des finances publiques, de l'économie et du développement, de dénoncer sans complaisance les auteurs des crimes économiques et autres antivaleurs qui ternissent l'image de notre pays, former l'opinion publique congolaise sur la nouvelle citoyenneté de développement, tout ceci dans le but de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Le ministre Kitebi, délégué auprès du Premier ministre Matata, en a profité pour attirer l'attention des membres de la Toile d'Araignée sur l'engagement pris. Vous venez en ce jour de démarrer votre association, on va dire, tambour battant. Je souhaite, pour ma part, vivement, que vous ne soyez pas vite essoufflés, comme l'ont été d'autres associations, avant d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Pays potentiellement riche, le Congo-Kinshasa peut aussi, avec une bonne fiscalisation, faire gagner beaucoup d'argent au trésor public et pourquoi pas ensuite procéder à une bonne redistribution des richesses nationales. Dans le cadre du mois de mars dédié ici chez nous à la femme, comme vous le savez, le groupe Unilever a organisé ce samedi 15 mars une conférence à l'intention des étudiantes de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Comment se protéger la peau en ce moment de réchauffement climatique? Tel a été le sujet abordé. Reportage Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangilay et Eric Izami. Au cours de cette conférence avec la jeunesse estudiantine, il a été surtout question de leur faire prendre conscience du soin de leur peau. Plus particulièrement, l'orateur a surtout insisté sur l'entretien de l'épiderme en ces temps de forte chaleur et de réchauffement climatique. Nous sommes dans un pays qui est chaud, alors nous, vraiment les dermatologues, nous interdisons l'utilisation des lithoquinones. Je viens un bon produit, la vaseline pure, alors c'est un bon produit, c'est pourquoi j'étais venu ici à l'ISP, essayer d'aider ces jeunes filles à comprendre comment gérer leur peau. Alors, donc ils ont suivi les exposés. J'ose croire que ces jeunes filles vont appliquer tout ce que je les ai dit au cours de cet exposé. Alors. Pour bien protéger leur peau, une série de crèmes cosmétiques a été recommandée en cette période de forte chaleur. Dans ce mois de la femme, dans cette grande réflexion qui était basée sur la peau, et nous avons apporté notre lotion qui est la Vaseline, qui est une lotion qui est très adaptée pour soigner la peau. Parce qu'avec Vaseline, quand vous l'utilisez, vous ne transpirez pas. Et puis, ça enrichit la peau. Nous avons aussi profité, après cette conférence, de remettre à chacune des participantes une lotion Vaseline, de manière à ce qu'elle aille expérimenter chez elle et à la longue, qu'elle continue à utiliser. Par ailleurs, le groupe Unilever, au regard de la diversité des produits proposés sur le marché, a rappelé aux étudiantes de les utiliser pour bien garder leur peau saine.
Toujours dans le cadre du mois de la femme, quelques femmes de différentes fédérations du mouvement de libération du Congo, MLC, se sont réunies ce samedi 15 mars au siège du parti autour du secrétaire général Thomas Louaka. Cela en vue d'échanger sur la situation de la femme congolaise. Les femmes venues représenter d'autres partis politiques de l'opposition ont aussi pris part à cette manifestation dans Momat, Damien Maungu. Le mois de mars dédié à la femme a été une occasion pour le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Thomas Louaka, d'échanger avec les représentants des fédérations des différents districts de Kinshasa, du parti Chéra Jean-Pierre Mbemba, sur la situation de la femme en République démocratique du Congo. Pour Thomas Louaka, la situation actuelle de la femme congolaise est plus que préoccupante. Le MLC se bat, a-t-il ajouté, pour l'égalité entre l'homme et la femme, et cela pour 3 raisons. Primo, parce que le MLC s'inspire de la Bible. Et en tant que tel, il est clairement défini que l'homme et la femme ont tous deux été créés à l'image de Dieu. Secondo, parce que la loi congolaise atteste la parité. Et tertio, pour finir, plus de la moitié de la population congolaise est constituée de femmes. Ainsi, a renchéri Thomas Louaka, l'égalité entre l'homme et la femme existe bel et bien au MLC quand il s'agit du partage des responsabilités. Son allocution donc n'est pas une vaine théorie. Pour conclure, le secrétaire général du MLC a appelé les femmes de son parti à se mobiliser davantage et à batailler dur pour mériter leur place dans la société congolaise. Un mot en sport avant de boucler ce journal. La ville de Sousse en Tunisie va vibrer du 18 au 30 mars prochain au rythme de la Coupe d'Afrique des clubs de volleyball. Le volley club Espoir et le volley club de la Force terrestre vont représenter la République démocratique du Congo à ses joutes continentales. Ndaï Lambouechi et Nana Kalambaye ont assisté à quelques séances d'entraînement de ces 2 équipes. Nous propose ce reportage. En prévision de la Coupe d'Afrique interclub de volleyball prévue du 18 au 30 mars 2014 en Sousse, en Tunisie, la RD Congo alignera dans la version masculine 2 formations, à savoir le volley club Force terrestre et le volley club Espoir. Ces 2 équipes organisent des séances d'entraînement marathon et quelques matchs amicaux pour se préparer à cette compétition continentale de la balle au filet. Constat fait, une bonne ambiance règne au sein de la formation de Christian Matata. Les staffs techniques et les athlètes du volley club Espoir sont déterminés à faire un bon résultat en Sousse, en Tunisie. Actuellement, c'est notre dernière semaine qu'on va commencer à partir de lundi. C'est la dernière phase de la préparation. En principe, l'équipe doit quitter Kinshasa le dimanche 16. Donc nous n'avons plus qu'une semaine à Kinshasa avant de partir. Mais entre-temps, c'est vrai on continue avec les démarches pour l'obtention des visas et autres. Je suis vraiment rempli de joie parce que la façon dont je vois notre équipe est en train de jouer et la façon dont nous sommes entraînés. En tout cas, vraiment, faites-nous confiance, on fera quelque chose de bien à la compétition africaine. Mais quand même, on ramènera quand même un bon résultat. On fera quand même de bons résultats. La délégation du volley club Espoir quittera Kinshasa le dimanche 16 mars 2014. Il revient aux autorités politiques et militaires de penser au volley club Force terrestre qui doit également faire les déplacements pour la Tunisie. Voilà, c'est ici que prend fin cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Si Dieu le veut, je vous retrouve demain à 19h. Entre-temps, portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antena. Bon week-end chez vous.